Bonjour tout le monde. Donc, on va faire cette séance aujourd'hui. On va la réserver pour réviser un peu un certain nombre de points sur l'étude de texte, la partie vocabulaire et les procédés d'écriture. Le thème, en fait, qui sera abordé, c'est guerre et paix. Donc, je vous propose un texte. Donc, je vais commencer dans un premier temps par lire le texte. On va après découvrir les différents types de questions, comment répondre à une question, comment insérer une justification, comment traiter une question de vocabulaire et enfin, comment traiter une question de procédé d'écriture. Alors, je lis le texte. Le narrateur accompagne son maître Juvenet et raconte son quotidien. Juvenet a son créneau. Alors, je vais expliquer les mots qui sont compliqués. À son poste, était un guetteur débonnaire. Il surveillait. Il existait des consignes formelles, des ordres. Harceler nuit et jour l'ennemi. Suivre ou surveiller. Tirer sur tous les points de stationnement qu'on a pu repérer, c'est-à-dire tirer sur tous les soldats. Créneaux d'observation, entrée d'abri, chantier de travailleurs, feuillets, etc. Ces prescriptions, ces ordres, avaient pour but de maintenir dans la troupe l'espoir offensif d'attaque, si difficile à conserver quand des armées se trouvent en contact depuis plus de 2 ans. Donc la guerre, elle dure depuis plus de 2 ans. En dépit de tous les circulaires, Juvenet, derrière son créneau, évoquait moins un chasseur à l'affût qu'un marin en vigie. Comparaison d'autant plus exacte qu'il se servait davantage de sa lorgnette que de son fusil. Alors la lorgnette, c'est tout simplement une petite jumelle pour voir loin. Quand il arrivait à Juvenet de découvrir dans un coin de boyau ou dans un repli de terrain un ennemi qui, se croyant en sécurité, vaquait à ses occupations, faisait sa toilette ou cherchait ses poux, son premier sentiment n'était pas la haine, mais la curiosité. Cette silhouette, ce corps, c'est-à-dire minuscule, petit, c'était un soldat comme lui qui accomplissait le même service sous un uniforme différent. Tous deux couraient les mêmes dangers, souffraient des mêmes intempéries, travaillaient aux mêmes corvées. Bien que ces gestes pareils fussent consacrés à des causes adverses, ils constituaient en fait une communauté de vie et de préoccupations qui suffisait à créer un point de contact d'où naissait, malgré l'hostilité ambiante, la haine, une obscure sympathie. Sympathie, c'est-à-dire le contraire de la haine. J'en, j'en eus la preuve un jour que Juvenet était occupé à suivre dans sa jumelle les mouvements d'un Boche. Alors, Boche, c'est allemand, hein, un Allemand. Un sergent passa qui lui demanda: Qu'est-ce que vous voyez d'intéressant? Je vois un, répondit Juvenet, qui est en train de poser tranquillement culotte. Autrement dit, faire sa toilette, faire ses besoins. Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour le démolir? Reprit l'autre, car c'est le privilège des poilus d'être tutoyés au gré des circonstances et de la fantaisie des chefs. Vous croyez, sergent, qu'il faut tirer? Hésita Juvenet. Ce n'est pas un bien beau moment pour se faire tuer. Et il ajouta découragé: Si on ne peut même plus poser culotte. Mais le sergent, mais le sergent insista: Crois-tu, pardon, qu'il te raterait à l'occasion? Cet argument sembla convaincre Juvenet et il mit en joue en grommelant, en parlant. Je vais toujours le laisser se reculotter, c'est-à-dire se rhabiller. Le coup partit et mon maître assura que la balle n'avait pas dû passer loin, car le Boche avait trissé et s'était cavalé en vitesse, s'était enfoui. Alors, mais Juvenet est excellent tireur, sûr de son arme comme de lui-même, et je l'ai toujours soupçonné d'avoir manqué le but exprès. Cette manifestation de l'esprit offensif lui paraissait peu glorieuse. Il lui semblait que pour avoir le droit de tuer, il fallait soi-même courir un risque équivalent. En vain lui répétait-on que l'agression allemande nous avait mis une fois pour toutes en état de légitime défense. Il ne pouvait s'empêcher d'appliquer à chaque cas en particulier les règles de l'honnêteté et de l'honneur. Pourtant, Juvenet lisait les journaux, mais les récits des crimes allemands ne le révoltaient pas autant que des journalistes auraient pu se l'imaginer. Son esprit simpliste admettait difficilement qu'il y eût une morale de la guerre, parce que la guerre lui apparaissait comme la négation de la morale. Donc voici le texte, on va le relire encore une fois. Alors, qui voudrait relire le texte? Aya? Bonjour, monsieur.
Bonjour. Allez-y, vous relisez, s'il vous plaît. Je venais à son créneau, était un guetteur débonnaire. Il existait des consignes formelles, harceler nuit et jour l'ennemi, tirer sur tous les points de stationnement qu'on a pu répéter, créneau Repérez. repérer, créneau d'observation, entrée d'abri, chantier de travailleurs, feuillets, etc. Ces prospections avaient pour Non, c'est but prescription, c'est ça, en fait. prescription avait pour but de maintenir des troupes d'espoir offensifs, si difficiles à conserver quand des armées se trouvent en contact depuis plus de 2 ans. En dépit de toutes les circulaires, je venais derrière son créneau évoquer moi un chasseur à l'affût, qu'un marin en vigie. Vigie, oui. Comparaison d'autant plus exacte qu'il se servait davantage de sa lorguette, Lorgnette. lorgnette. Qu'est-ce que ça veut dire, lorgnette? La lorgnette, c'est des petites loupes, en fait, ou des viseurs qu'on met sur les fusils pour voir loin. Ah, ok. Quand il arrivait, je venais de découvrir dans un coin de boyau ou dans un repli de terrain un ennemi qui se croyait en sécurité. Vaquer à ses occupations, faisait sa toilette, en cherchait ses poux. Son premier sentiment n'était pas la haine, mais la curiosité. Merci. Merci. Aya, Oui. allez-y. Non, Emna Bousnina, pardon. Emna? Euh, Quand il arrivait à Juvenette, Non, cette silhouette. cette silhouette minuscule, c'était un soldat comme lui accomplissait le même service sous un uniforme différent. Tous deux couraient les mêmes dangers, souffraient Danger. les mêmes dangers, souffraient les mêmes intempéries, travaillant en même corvée, bien que ces gestes pareils fussent consacrés à des causes adverses. Il constituait en fait une communauté de vie de préoccupation qui suffisait à créer un point de contact d'où naissait malgré l'hostilité ambiante une obscure sympathie. J'en ai la preuve un jour que je venais était occupé à suivre dans sa jumelle Jumelle. du mouvement d'embauche. Un surgeon passa qui lui demanda qu'est-ce Alors, que vous attendez, voyez? attendez, je vais faire le sergent et vous allez faire je venais, d'accord? Ok. Qu'est-ce que vous voyez d'intéressant? J'en vois un répondit Juvenet qui est en train de poser tranquillement culotte. Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour le démolir? Reprit l'autre, car c'est le privilège des poilus d'être tutoyés au gré des circonstances et de la fantaisie des chefs. Vous croyez, sergent, qu'il faut tirer? Hésita Juvenet. Ce n'est pas un bien bon moment pour se faire tuer. Si on ne peut... Ah, pardon. Et il ajouta découragé. Si on ne peut même plus poser culotte. Mais le sergent insista. Crois-tu qu'il te raterait à l'occasion? Terminé. Cet argument sembla convaincre Juvenet et il mit en jouer en grommelant. Je vais toujours les laisser se recoloter. Le coup partir et mon maître assura que la balle n'avait pas dû passer loin car le Boche avait triste et s'était cavalé en vitesse. Mais Juvenet est un excellent tireur. Sûr de son arme comme de lui-même et je l'ai toujours Soupçonné. soupçonné d'avoir manqué le but exprès. Merci. Alors, Inès Millet. Inès. Oui, Inès, terminé. Euh, on va lui répéter Non, que Inès, l'agression c'est ici. Cette manifestation de l'esprit cette, offensif. mani- Pardon. cette manifestation de l'esprit Offensif. offensif lui paraissait peu glorieuse. Il lui semblait que pour avoir le droit de tuer, il fallait soi-même courir un risque équivalent. On vint lui répéter que l'agression allemande nous avait mis une fois pour toutes en état de légitime défense. Il ne pouvait s'empêcher d'appliquer à chaque cas en particulier les règles de l'honnêteté et de l'honneur.
Pourtant, je venais lisser les journaux, mais les récits des crimes allemands ne le révoltaient pas autant que des journalistes auraient pu se l'imaginer. Son esprit simpliste admettait difficilement qu'il y eût une morale de la guerre parce que la guerre lui apparaissait comme la négation de la morale. Très bien. Alors, si on essaie de résumer le texte, donc le texte parle de qui? Donc de Juvenet, qui est un soldat et qui était en train de surveiller les troupes ennemies, les Allemands, et il avait pour ordre tout simplement de tirer sur tout ce qui bouge. D'accord? Alors, on va commencer à répondre aux questions. Donc, je vais lire la première question et alors, on va voir comment on va répondre. Alors, quels traits de caractère définissent Juvenet? Identifiez-en deux, puis justifiez votre réponse par deux indices textuels précis. Alors, première remarque, quand vous avez l'interrogatif quel, attention en fait, au nombre. Ici, c'est à la fin S. Donc, il va falloir donner, comme la question vous le montre, 2. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande ici? Quels traits de caractère définissent Juvenet? Si on essaie tout simplement de voir le caractère de Juvenet, quels sont les deux adjectifs qu'on pourrait appliquer à Juvenet et qui décrivent ce soldat-là? Qui voudrait répondre? Alors, comment trouver? Alors, oui, Inès, vous avez la réponse? Inès, Oui, vous avez la euh, réponse? non, Alors, regardez. Moi, je vais relever deux phrases qui décrivent tout simplement son caractère. Est-ce qu'il accepte de tirer sur l'Allemand? D'abord, lui, il refuse. Donc, regardez Oui, il refuse au ici. début. Voilà. Donc, regardez ici. Alors, alors, eh bien, qu'est-ce que... ici, on lui demande tout simplement, eh bien, qu'est-ce que tu attends pour le démolir? Lui, qu'est-ce qu'il répond? Vous croyez qu'il faut tirer? Hésita. Donc, ici, le premier trait de caractère, c'est quoi? Quelqu'un qui C'est n'accepte pas les ordres. Quelqu'un qui refuse d'obéir aux ordres. euh, il est... Alors, on va je trouve dire pas l'adjectif rebelle euh, rebelle, lui. ou bien réfractaire. Alors, vous avez une autre phrase. Pourquoi il refuse de tirer? Pourquoi il refuse de tirer? Alors, moi, j'ai une autre phrase que je relève ici. En vain lui répétait-on que l'agression allemande avait mis une fois pour toutes état légitime. Il ne pouvait, ici cette phrase elle est très importante, d'appliquer à chaque cas particulier les règles de l'honnêteté et de l'honneur. Est-ce qu'il faut tirer sur quelqu'un qui ne nous menace pas? Donc, il est comment ici? L'adjectif qu'on relève, c'est quoi? Il est Il est honnête. voilà, honnête. Donc, on a nos deux adjectifs. Alors, on va dire deux traits de caractère. Alors, deux traits de caractère définissent Juvenet. Donc, je mets un point. Il apparaît honnête. Pourquoi? Puisque il refuse de tuer un soldat qui faisait ses besoins. Un point. De même, il est rebelle et réfractaire. Les deux ont le même sens. Hein. Car il refuse d'obéir. Alors, d'obéir aux ordres. Ou il refuse d'exécuter, pour simplifier,
les ordres de son supérieur. Ça, c'est la première partie. On nous demande de justifier aussi par des indices textuels. Alors, comment on insère une justification? D'ailleurs, il est. Et j'ajoute le mot respectivement. Je vais vous dire pourquoi. Dit. Alors, pourquoi j'ajoute le mot respectivement? Donc, la première justification, ça va être la justification pour un soldat honnête. Et donc, on va relever ici la phrase. Il ne pouvait, pardon, s'empêcher d'appliquer à chaque cas particulier les règles de l'honnêteté et de l'honneur. La deuxième est, je relève une autre phrase. Alors, elle est là. Alors, elle est là. La phrase, on va relever cette phrase, elle est plus courte. Je vais toujours le laisser se reculoter. Alors, Naoules, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, relire la phrase? Naoules? Relisez la réponse, s'il vous plaît. Ok, monsieur. Deux traits de caractère définissent Juvenet. Il apparaît honnête puisqu'il refuse de tuer un soldat qui faisait ses besoins. De même, il est rebelle et réfractaire Oui. car il refuse d'exécuter les ordres de son supérieur. D'ailleurs, il est respectivement dit, il ne pouvait s'empêcher s'appliquer à chaque cas particulier. D'appliquer à chaque cas particulier les règles de l'honnêteté et de l'honneur. Et je vais toujours le laisser de reculoter. Se reculoter. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Alors, se reculoter, c'est-à-dire se reculoter, c'est tout simplement remettre sa culotte. Vous savez que très très bien, en fait, c'est un habit, une culotte, qu'on porte en bas. Alors, deuxième question. Comment le narrateur nous décrit-il l'ensemble des soldats sur le champ de bataille? Alors, ici, on parle, attention, il faut faire attention. Donc, comment? C'est la manière. Et on a l'ensemble des soldats. Quand on parle de l'ensemble des soldats, il s'agit des compagnons de Juvenet et des Allemands. Alors, si on revient à notre texte, qui peut me relever dans le texte la phrase utilisée pour décrire l'ensemble des soldats? Qui peut nous relever cette phrase pour décrire l'ensemble? On lève la main, s'il vous plaît. Alors, si je prends ce paragraphe-là, la deuxième partie, alors, cette silhouette minuscule, c'était un soldat comme lui qui accomplissait le même service sous un uniforme différent. Tous deux couraient les mêmes dangers. Donc, regardez comment ici le pronom « tout » regroupe aussi bien les Allemands que les Français.
Tous deux courez les mêmes dangers. Vous avez les mêmes. Souffrez des mêmes intempéries, c'est-à-dire le mauvais temps. Travaillez aux mêmes corvées. Donc, bien que ces gestes pareils fussent consacrés à des causes adverses, c'est-à-dire puisqu'ils sont des ennemis, ils constituaient une communauté de vie et de préoccupation. Et donc ici, quel est le mot important qu'on peut relever? Il les décrit comme une communauté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une communauté? C'est-à-dire un petit groupe qui partage les mêmes malheurs. Donc, on va réécrire la réponse. Alors, qui voudrait proposer la réponse, s'il vous plaît? Qui veut proposer la réponse? Alors, l'auteur nous décrit les soldats comme une communauté. Pourquoi? Puisque ils partagent les mêmes actions et les mêmes conditions. Bien qu'ils soient ennemis. Les ennemis. Alors, on ne nous demande pas de justifier, mais je vais relever la phrase qui le justifie juste pour que ce soit clair. Donc, constituer en fait une communauté de vie et des préoccupations et de préoccupations qui suffisaient à créer un point de contact. Donc, vous voyez très très bien que cette question est une question de repérage. Il suffit tout simplement de revenir au texte et de repérer l'élément de réponse. Vous l'avez l'élément de réponse devant vous. Bien évidemment, on ne répète pas le texte, mais il est permis de répéter un mot ou une structure. D'ailleurs, le mot communauté, je peux le reproduire dans l'exemple, dans la réponse, mais je ne vais pas aller jusqu'à reproduire toute la phrase, sauf s'il nous demande de justifier. Alors, question suivante. Identifiez sans reproduire le texte deux raisons qui justifient votre réponse. On va justifier quoi ici? On va justifier le mot communauté, c'est-à-dire je reformule la question. Pourquoi les soldats formaient une communauté? Alors, qui peut me relever les mots qui expliquent? Alors, qui peut nous relever? Alors, on va réécrire la première phrase d'abord. Alors, les soldats formaient une communauté. Je réinvestis toujours la question. Dans la réponse, on part de la question. Car, et on va dire car. D'accord? Qui voudrait répondre, s'il vous plaît? Levez la main. Qui voudrait donner la réponse? Elle est dans le texte, la réponse. Bon, on va demander à Thoraya. Thoraya, vous avez la réponse, Thoraya? Oui, Allez-y. c'est un soldat comme lui qui accomplissait le même service. On Très a bien. ça, le même service.
Alors, moi, je voudrais que vous me releviez les phrases parce que je vais vous montrer comment ne pas répéter le texte. Relevez-moi la phrase qui explique où on va trouver les éléments de réponse à cette question. Quelle est la phrase qu'il faut relever? Un a qui accomplissait le même service, Très les bien. deux Alors, courent attendez, le s'il vous même plaît. danger. Alors, il courait les mêmes dangers, souffrait des mêmes Oui. intempéries. Après, Travailler au même corvée. corvée. Très bien. On va reformuler. Quand on dit courir les mêmes dangers, c'est-à-dire, comment on va reformuler cette idée? Je sais pas, il C'est-à-dire, ici, c'était comment? Exposé au même danger, danger. risque, Risque, très bien. Alors, souffrez des mêmes intempéries. C'est-à-dire, souffrez des mêmes intempéries. Euh, Le mauvais temps, alors les intempéries. on peut dire connaître les mêmes souffrances Et donc, c'est-à-dire, ils opèrent dans des conditions difficiles. difficiles, Voilà, ils opèrent dans les mêmes conditions difficiles. difficiles. Travailler aux mêmes corvées. C'est-à-dire, ils faisaient quoi? Ils accomplissaient, et là la réponse, elle a été donnée par votre ami, ils accomplissaient les mêmes tâches. Vous avez compris Ouais, maintenant oui. comment on reformule? Alors, allez-y, donnez-moi la réponse maintenant. Vous relisez la phrase et vous allez me donner la réponse. Oui? Euh, les soldats forment une communauté car ils exposaient au même Ils, é- danger. ils étaient, Ils étaient exposés au même risque. Ils, attendez, au même risque, point. On va mettre de même. Oui? Qu'est-ce qu'ils faisaient? De même, ils vivaient ils vivaient dans les mêmes conditions difficiles, dans les mêmes conditions. Alors, ou on va dire mieux, ils partageaient mêmes conditions difficiles. les mêmes conditions de vie difficiles. Et ils accomplissaient, Enfin, utiliser ces outils, ils sont très importants, hein. De même, enfin, car, alors, ils en- accomplissaient ils accomplissaient les mêmes les mêmes, tâches, les mêmes tâches et et fonctions. fonctions. Relisez, s'il vous plaît, la réponse. Les soldats forment une communauté car ils étaient exposés aux mêmes risques. De même, ils partagent de mêmes Et conditions. partagez Ils partageaient les mêmes conditions et défi- de des vie. conditions de vie difficiles. Enfin, ils accomplissaient des mêmes tâches et fonctions. Bien. Alors, pourquoi j'ai utilisé ici l'imparfait? Parce que ce sont des actions répétitives, d'accord? Donc, vous voyez comment ici, alors là, on a utilisé l'imparfait parce que l'action, elle est au passé et c'est une action qui est répétitive. Et donc, pour répéter une action au passé, on utilise l'imparfait. On peut aussi utiliser le présent qui exprime la répétition. Bien. Est-ce que vous avez compris comment reformuler et ne pas répéter le texte? Je rappelle, s'il vous plaît, qu'il y a deux fautes à éviter en fait dans la compréhension. Il faut éviter. Alors, il faut éviter la paraphrase. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la paraphrase? Qui peut nous expliquer ce que ça veut dire la paraphrase? Répétition, non? Alors, la paraphrase, c'est tout simplement de reproduire le texte.
reproduire ou répéter le texte. Répéter les phrases du texte. Alors, la deuxième faute à éviter, c'est ce qu'on appelle l'extrapolation. Alors, l'extrapolation, c'est-à-dire l'extrapolation de tout simplement faire dire, de plaquer du sens sur le texte. Tout simplement de déduire des idées qui ne sont pas fondées. De dire, par exemple, je crois qu'il a voulu dire. Toujours, on reste fidèle au texte, d'accord? Voici les deux problèmes qu'il faudrait éviter, etc. Bien évidemment, ça vous donne pas hors sujet, mais hors compréhension. Vous n'avez pas compris la question. Bien, on passe à la troisième question. Alors, Soraya, lisez la question, s'il vous plaît. Relever puis expliquer de procédés d'écriture utilisés à cette fin. Alors, quand je dis à cette fin, attention à ce mot. Ce n'est pas la fin du texte, mais à cette finalité. Le but, c'est-à-dire. Et ici, comme vous voyez, la question, elle est rattachée à l'autre question. C'est-à-dire, on va relever quoi? On va relever deux procédés qui montrent que les soldats partagent plusieurs choses. D'accord? Alors, comment on va répondre? Alors, avant de répondre, pardon, quand vous avez cette question-là, les procédés, parfois, les élèves, ils relèvent en fait un procédé qui est juste, mais on le comptabilise faux. Pourquoi? Parce que le procédé ne sert pas l'idée. Donc, première chose qu'il faudrait faire, délimiter dans le texte la partie où on va travailler. Quelle est la partie du texte où on décrit les soldats? Elle commence où? Elle se termine où? Alors, Elle commence oui, cette silhouette, et elle se termine où? Lui demanda. Donc, il faudrait travailler ici. Alors, on va relever les procédés. Alors, l'énumération. accumulation. Alors, où l'accumulation d'abord? Accumulation des verbes. Où l'accumulation? Travailler, Accumulation où? souffrir de même. Alors, est-ce que c'est une accumulation ou énumération? La différence entre les deux, c'est quoi? L'énumération, on juxtapose des mots de sens commun, de sens proche. L'énumération de sens différent. Ici, les verbes, ils sont de sens différent ou de sens proche? De sens différents. De sens différents. Donc, on a le premier procédé. Voilà. Alors, je vais effacer pour, s'il vous plaît, faire de l'espace. Alors, la première, donc, dans votre devoir, voilà comment vous allez travailler. Je prends mon fluo et je vais souligner mon premier. Alors, courez les mêmes dangers, souffrez aux mêmes corvées pour ne pas perdre de temps. Et je vais écrire énumération. On peut aussi relever un autre procédé. Un autre fluo. Comment alors? Quel autre procédé? Il y a une comparaison, non? Où la comparaison? C'est un soldat comme lui accomplissait le même service, non? Comme Oui, alors où? C'est quelle ligne, s'il vous plaît? première ligne, c'est un soldat comme... Très bien, j'ai cette comparaison. Alors, on écrit comparaison. Et moi, je vais relever une antithèse ici, d'où naissait une hostilité ambiante, un point de contact, d'où naissait, malgré l'hostilité ambiante, une obscure sympathie. Alors, on a deux procédés ici. Soit vous relevez l'antithèse, obscure sympathie. Soit je relève obscure sympathie,
Oxymore. Et donc, j'ai mes procédés. D'accord? Alors, comment on va répondre? Regardez comment. Donc, je réinvestis toujours la question afin de décrire les soldats. Le narrateur multiplie les procédés où le narrateur a employé, pour ne pas trop compliquer, allez, une comparaison. Donc, si j'ai nommé ici le procédé, je vais maintenant justifier celle de et on va relever comme Louis qui jusqu'à même service. J'ai illustré. On va expliquer ici. En effet, il compare les soldats français aux Allemands. Donc, j'ai expliqué. Maintenant, je vais montrer les faits dans le but de mettre l'accent sur l'identité, identique, c'est-à-dire des actions qu'il accomplissait. Alors, regardez ici mes 3 étapes. Comment j'ai traduit mes 3 étapes? Alors, vous avez, donc, on a une comparaison. J'ai cité, j'ai nommé le procédé, puis j'ai illustré par celle de. Après, pour expliquer, j'ai mis en effet, puis dans le but de, pour mettre les faits recherchés. D'accord? Alors, pour insérer le deuxième procédé, on va dire le même effet est aussi exprimé par l'énumération. Donc, j'ai nommé, je vais illustrer maintenant tous deux courez 3 points de suspension jusqu'à corvée. En effet, il énumère des actions ou les actions accomplies par les uns et les autres. D'où ils forment une vraie communauté notée. Toujours, j'ai ici illustré, puis on a expliqué d'où j'ai interprété. Alors, votre camarade me pose la question, qu'est-ce qu'une oxymore? Alors, une oxymore, c'est très simple, c'est une opposition entre 2 mots qui sont juxtaposés. Ici, si je remarque, je trouverai obscur et sympathie s'opposent. Rappelons que l'antithèse est une opposition entre 2 idées, 2 phrases, alors que l'oxymore est une opposition entre 2 mots qui sont à côté l'un de l'autre. Ça va? Alors, il faut ici, j'ai 2 remarques à donner. La première, il ne faut pas répéter le même procédé. Si par exemple, on a 2 métaphores ou 2 antithèses, on ne peut pas relever 2 métaphores. Il faut relever 2 procédés différents. Alors, la justification
l'interprétation, elle se ressemble, mais ils n'ont pas toujours la même interprétation. Ici, par hasard, ils ont la même interprétation. Alors, on va relire la réponse. Nawres, s'il vous plaît, vous pouvez relire la réponse? Nawres? Afin de décrire les soldats, le narrateur a employé une comparaison, celle d'eux comme lui qui même service. En effet, il compare les soldats français aux Allemands dans le but de mettre l'accent sur l'identité des actions qu'ils accomplissaient. Le même effet est aussi exprimé par l'énumération. Tous deux connaissent Corvée. En effet, il énumère des actions accomplies par les uns et les autres, d'où ils forment une vraie communauté. Merci. Alors, venons maintenant. Alors, dans cette question, c'est une question d'explication et d'interprétation. Parfois, on vous propose des questions. La dernière question, du moins, elle est un peu compliquée et elle demande tout simplement un effort de compréhension du texte. La question, qu'est-ce qu'elle vous dit? Juvenet partage-t-il la même conception de l'ennemi que ses compagnons? Explique votre réponse en vous basant sur des indices textuels. Alors, on va expliquer un peu. Toujours, qu'est-ce que vous faites? Vous soulignez les verbes d'action. Est-ce qu'ils partagent? Et on vous demande d'expliquer. Donc, ici, on vous demande deux actions. Et donc, vous avez deux questions ici. La première, qu'est-ce que ça veut dire la même conception? La même définition. Est-ce que Louis et ses supérieurs ont la même définition de l'ennemi? Est-ce que l'ennemi, pour eux, c'est le même? Alors, on va revenir à notre texte ici, où on va avoir le dialogue. Alors, eh bien, qu'est-ce que tu attends pour le démolir? Donc, le chef, qu'est-ce qu'il dit? Pour lui, tout Allemand qui apparaît, il faut le tuer. Et donc, ce n'est pas un bien beau moment pour se faire tuer. Hésita, je venais, ce n'est pas un beau. Donc, lui, qu'est-ce qu'il remarque ici dans cette phrase? Pour le supérieur, tout Allemand est ennemi. Pour Juvenet, tout Allemand n'est pas ennemi. Pourquoi? Pourquoi? On va continuer. Et il ajouta découragé, si on ne peut même pas poser culotte. Donc, lui, il le respecte. Pourquoi? Parce qu'il faisait ses toilettes, ses besoins. Mais le sergent insista. Crois-tu qu'il te raterait à l'occasion? Vous avez aussi beau moment, qui veut dire qu'il faut le tuer. Donc, les deux ne respectent pas, n'ont pas la même définition. Pour Juvenet, il ne tue que ceux qui le menacent. Pour le sergent, il faut tuer tout Allemand qui est de l'autre côté. Alors, on va donner la réponse. Alors, d'abord, pour répondre à la première question, Juvenet ne partage pas la même conception de l'ennemi que ses compagnons. Donc ici, j'ai répondu à la première question. Mais est-ce que la réponse, elle est claire? Non, parce que tout simplement, on va dire pourquoi. Pour Juvenet, il ne tue que ceux qui menacent sa vie. Et qui sont en position de guerre, c'est-à-dire armée. Alors que ses supérieurs considèrent
que totalement de l'autre côté du front est un ennemi qu'il faut abattre. D'ailleurs, il est dit la première, ce n'est pas un bien beau moment pour se faire tuer. Et crois-tu qu'il te raterait à l'occasion? Voilà. Donc, là, on aura terminé, je crois, les questions de compréhension. Alors, pour les questions de compréhension, il ne faudrait pas que vous dépassiez les 40 minutes. 40 minutes. Sinon, en fait, si ça déborde plus qu'une heure, vous n'arriverez pas à terminer le devoir. Alors, on passe aux questions de vocabulaire. Je lis la première question. Soit le verbe démolir utilisé et souligné dans le texte. Identifiez 2 synonymes du texte pour ce verbe. Alors, qui peut nous donner 2 synonymes pour ce verbe dans le texte? Oui? Alors, qui peut nous proposer 2 synonymes? Alors, très bien. Fatma Zahra nous donne la réponse. Donc, on a tuer et exécuter. C'est très bien. Exécuter. Alors, ici, attention, il faut bien lire la question. On vous demande du texte. Donc, si vous donnez un autre synonyme autre que celui qui est employé dans le texte, c'est faux. Alors, il y a une de vos camarades qui me dit détruire. Est-ce que dans le texte, il est utilisé détruire? Est-ce qu'on a détruire dans le texte? Je ne crois pas qu'on a détruire. Donc, il ne faut pas donner en fait d'autres mots en fait hors du texte. Si on vous dit donner 2 synonymes sans le texte, là vous pouvez. Alors, proposez 2 mots de la même famille que le verbe de départ. Alors, quand on dit 2 mots de la même famille, qu'est-ce que ça veut dire des mots de la même famille? C'est-à-dire des mots qui ont le même radical que démolir. Donc, ici, on va donner par exemple des noms. La démolition, démolition et démolisseur. Alors, ici, on a un nom d'action, un nom d'agent, un nom d'action. Et là, nom d'agent. D'accord? Alors, je vais l'écrire ici d'une manière. Alors, nom d'action, c'est-à-dire l'action de démolir. Et là, nom d'agent. Qu'est-ce que ça veut dire nom d'agent? La personne qui démolit. Alors, utilisez un des 2 mots trouvés dans une phrase autour du thème de la guerre et de la paix. Alors ici, attention, vous allez utiliser un de ces mots-là dans une phrase. Encore faudrait-il que les mots soient dans le thème de guerre et paix. Alors, une de vos camarades m'écrit tuerie. Attention, attention. Tuerie n'est pas synonyme, en fait, n'est pas un mot de la même famille parce qu'on n'a pas le même radical. Ici, dans démolition, j'ai démoli. Donc, un mot de la même famille, c'est un mot qui partage le même radical. Tuerie ne peut pas être synonyme de tuer. Ah, de tuer, oui. D'accord, oui, vous avez raison. Alors, pour tuer, on peut avoir tueur, on peut avoir tueur et tuerie.
Non, on va inverser pour que. Alors, tuerie ici et tueur. Alors, qui peut me donner une phrase avec démolition, démolisseur, tuerie ou tueur? Non, attention ici, attention. Je m'excuse. Attention, il faut bien lire la question. Proposer deux mots de la même famille que le verbe de départ. Ce verbe-là, le verbe de départ. Ce n'est pas le verbe après. Le verbe de départ, c'est démolir. Alors, on va donner. Alors, le bombardement de la ville provoque la démolition de plusieurs immeubles. Voilà. Où la guerre a engendré la démolition d'un pays colonisé. Bien. On passe à l'exercice suivant. Naurs, pourriez, s'il vous plaît, lire la question suivante? Soulignez dans chaque phrase les synonymes des mots guerre ou bataille. Alors, ici, je vous donne en fait 5 phrases. Dans chaque phrase, vous allez avoir 2 synonymes du mot guerre ou bataille, ce qui fait 12 synonymes. Alors, commencez la première, s'il vous plaît. Par le jeu des alliances internationales, cette querelle devint un conflit mondial. Alors, quels sont les 2 mots synonymes de guerre ici? Querelle, Querelle et conflit. conflit. Merci. Alors, Thoraya. Thoraya? Les hostilités Oui? s'étendent à tout le pays. Oui. Les heures entre factions se multiplient. Se multiplient. Quels sont les 2 mots ici? Alors, je vous aide. On a les hostilités. Le deuxième mot, c'est quoi? Les heures, Les heurts. Merci. Hazm. La guérilla est une technique de combat fondée sur la surprise et le harcèlement. Combat ou Et la guérilla. très bien. On a combat, guérilla. Faites une autre phrase, Hazm. La lutte armée se fait plus violente et les troubles s'intensifient à travers le pays. La lutte armée, Oui. euh, Les troubles. les troubles. Merci. Aya? De rien. Aya Nouira? Les antagonismes Je vous entre aide. gangs. Attendez. Aya. Les antagonismes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on va voir. Lisez, je vais vous expliquer. Entre gangs rivaux dégénèrent un affrontement armé. Où sont les deux mots? Affrontement, oui. Affrontement. Ou Armée. antagonisme, là, normalement. Donc, antagonisme, c'est-à-dire la guerre, Guerre. les combats. Et donc, ici, si on comptabilise, on a 12 mots synonymes de guerre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ça va? Bien. Passons au dernier exercice de vocabulaire avant de passer au procédé d'écriture. Naoures, vous voulez bien lire, s'il vous plaît, la question? Lisez, Lisez le texte. lisez le texte, puis complétez chaque définition par le mot approprié, identifié dans le texte. C'est-à-dire approprié, correct. Alors, j'explique en quoi consiste le sujet, la question. On vous donne un texte sur la guerre. Ici, je vous donne des définitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À chaque définition, vous allez me trouver un mot du texte. Allez-y, lisez le texte.
La résistance harcelait l'armée allemande par l'in- D'incessante. l'incessante escarmouche, sabotage, embuscade contre les convois, pillage d'entrepôts ennemis, etc. L'occupant et le gouvernement collaborationnistes Sioniste. Je vais expliquer. organisé en guise, En guise, en guise. en guise de Comme, c'est-à-dire. représailles, des rafles soudaines pour prendre des otages, pratiquer les exécutions sommaires et des pillages des structures. Alors, j'explique ce que ça veut dire, en fait, collaborationniste. Ça vient du verbe collaborer. Comme vous le savez, lors de la Seconde Guerre mondiale, la France était occupée par l'Allemagne et elle était partagée en deux. Paris, qui était sous la domination allemande, c'était la capitale de l'État en fait du Nord, et l'État du Sud, dont la capitale est Vichy, était détenu par le maréchal Pétain, qui était pro-allemand. Et donc, il était collaborationniste. Alors, qui peut me relever ici un verbe pour riposter, pour se venger? Qu'est-ce que ça veut dire riposter? Programmer une contre-attaque pour riposter. Et on lève la main. Qui voudrait me relever? Un nom ou un mot pour dire riposter. Qu'est-ce qu'on peut relever? Hey. Embuscade. Alors, je vais vous aider ici. L'exercice, il est un peu compliqué. Alors, vous avez des représailles. Regardez comment je le comprends. Le re, c'est quoi le re? Le re, c'est la répétition. Oui. Donc, ici, c'est représailles. Arrestation massive, le fait d'arrêter des gens. Des rafles. Rafle. C'est très bien. Et d'ailleurs, le mot, il existe en fait dans notre langue. Vol massif suivi de dégâts. Sabotage. Non, pillage. Pillage. Le mot exact, c'est pillage. Piller, ça vient du verbe piller. Hein? D'accord? Après, bombardement intense. Bombardement intense. Pillage. Escarmouche. Bon, je sais qu'il est un peu compliqué l'exercice, mais c'était fait exprès. Le texte, il est bien. Combat bref et localisé. Ah non, attendez. Combat bref et localisé. Sabotage. Voilà. Saboter, c'est-à-dire interrompre. Après, guet-apens organisé. Qu'est-ce que ça veut dire un guet-apens? C'est un piège. Alors, guet-apens. Embuscade. Embuscade, c'est très bien. Mise à mort. Oui, monsieur? Qu'est-ce que ça veut dire, pillage? Piller, c'est voler. Ah, ok, merci. Je vous en prie. Mise à mort, pratiquer des exécutions sommaires. Exécution sommaire. Alors, jusque-là, y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions? Guy a pas organisé avec embuscade. Guet-apens, c'est un piège. Piège. Oui. Organisé. Pas de questions? Bien. Alors, donc les questions de vocabulaire que vous pourriez avoir, quel type de questions? Généralement, c'est des questions de synonymie, d'antonymie ou de polysémie. On vous demande de relever un synonyme à un mot, un antonyme, soit du texte, soit un antonyme personnel, soit on vous dit polysémie. Qu'est-ce que ça veut dire la polysémie? On vous donne un mot avec un sens dans le texte et on vous dit utilisez le mot avec un autre sens, le même mot avec un autre sens dans une autre phrase. D'accord? Donc, polysémie, c'est plusieurs sens. Ou on peut vous donner aussi un exercice
de vocabulaire sur un cours de grammaire que vous avez la nominalisation. Un mot de la même famille, par exemple. Et on vous dit nominaliser le verbe ou donner un autre nom, nom de la même famille que le mot de départ. D'accord? Alors, passons au dernier exercice. Et c'est un exercice sur, oui, un dérivé nominal, comme vous le dites. C'est bien, Fat. Alors, un exercice sur les procédés d'écriture. Alors, j'ai voulu ici faire un petit exercice sur les procédés, surtout pour travailler à partir d'un texte. On va lire le texte. Je vais vous montrer comment identifier les procédés et comment les analyser. Je ne ferai pas tous les procédés, je ferai 2 ou 3 parce que je ne peux pas trouver tous les procédés regroupés dans un même texte. Bien. Hazm. Pourriez, s'il vous plaît, lire le texte, Hazm? Euh, Soit l'extrait suivant. Un souffle encore piqua sur nous. Je m'étais ramassé la tête dans les genoux, le corps en boule, les dents serrées, le visage contracté, les yeux blessés à être mi-clos. J'attendais, les obus se suivaient, précipités, mais on ne les entendait pas. C'était trop près, c'était trop fort. À chaque coup, le cœur décroché fait un bond, la tête, les entrailles, euh, tout saute. On se voudrait petit, plus petit encore. Chaque partie de soi-même effraie. Les membres se rétractent, la tête bourdonnante et vite-vous s'enfoncer. On a peur enfin, atrocement peur, sous cette mort tonnante. On n'est plus qu'un tas qui tremble, une oreille qui guette, un cœur qui craint. Merci. Donc ici, Oui. c'est un texte qui parle de la guerre. Alors, regardez ce qu'on vous demande. Identifiez puis expliquez un champ lexical utilisé pour décrire le sentiment des soldats sur le champ de bataille. À partir de ce texte-là, quel sentiment ou par quel sentiment sont envahis les soldats sur le champ de bataille? Mot est utilisé dans le C'est texte. Oui? c'est un champ lexical de peur. Le sentiment, c'est quoi d'abord? La peur. Donc, relevez-moi tous les mots qui sont en rapport avec la peur. Un, Alors, les dents serrées, les dents serrées, après. le visage Contracté. contracté, Je relève contracté et serré. Après. les yeux plissés, Après. euh, Un autre. euh, cœur décroché, Cœur. décroché, Ou s'il vous plaît. Quelle ligne, s'il vous plaît? cinquième ligne, Très bien. Alors, oui, on peut décrocher aussi. Encore. euh, Tremble. tremble, Craint. un cœur qui craint. Je veux des mots. Attention, un champ lexical, c'est des mots. Ah, Attention. oui, oui, oui. Est-ce qu'on a Effrayé. ou effrayé, s'il vous plaît? Ligne 7. Bourdonnante. Non, bourdonnant, non. Ligne 7. 1, 2, 3. Alors, Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire, bourdonnante? le bruit, ça bourdonne. Ok. D'accord? Alors, Oui. on a craint, tremble, peur, effrayé, décroché. Bon, décrocher comme vous voulez, vous pouvez. Alors, on a un ensemble. Regardez comment je vais analyser le champ lexical. Alors, pour décrire le sentiment des soldats sur le champ de bataille, le narrateur emploie le champ lexical, il faut le nommer, hein, il y a un seul nom, de la peur. Celui de, et je relève les mots, craint, tremble, peur, effraie, ça me suffit. Ça me suffit. Serré. En effet, alors ici, qu'est-ce que je remarque? Les mots sont de quelle catégorie? J'ai des verbes et j'ai des... Non, en effet. Les noms et les verbes
décrivent l'état de traumatisme et de peur des soldats. Donc, ici, j'ai mes trois parties. La première partie, j'ai nommé le procédé, champ lexical de la peur. Deuxième partie, j'ai illustré. Troisième partie et quatrième partie, on a expliqué. Donc, ici, on a nommé là, illustré, ici, expliqué et interprété. Pour chaque procédé, vous devriez reproduire ces étapes-là. D'accord? Ça va pour le champ lexical, c'est clair? Oui. On peut Oui, passer? monsieur. Bien. Alors, deuxième procédé. Alors, je vais travailler ici parce que identifier puis analyser dans l'extrait une énumération utilisée pour décrire les soldats sur le champ de bataille. Alors, où est l'énumération ici? Qui peut me relever l'énumération et me proposer l'analyse de l'énumération? On lève la main, s'il vous plaît. Qui pourrait identifier une énumération? Hey, Je m'étais ramassé la tête dans les genoux, le corps en boule, les dents serrées, le visage contracté, les yeux plissés, à être mi-clos. très bien. Alors, on va écrire les deux premières parties. Hey, vous allez nommer et vous allez illustrer, justifier. Allez-y. Dictez. J'ai pas Regardez. compris la question. On a relevé l'énumération. Hey, oui ou non? Oui, oui. On va réécrire maintenant. Je vais proposer l'analyse. Regardez, toujours, on part de la question. La question, qu'est-ce qu'on vous dit? Relevez Identifier. une énumération utilisée pour décrire les soldats sur le champ de bataille. Alors, comment on va commencer? On va réécrire l'extrait. Allez-y. Non. Je- Pour décrire les soldats sur le champ de bataille, Ah, ok. regardez, je répète, s'il vous plaît, excusez-moi, je répète pour tout le monde. Quand vous répondez à vos questions de compréhension, toujours réinvestissez la question. C'est-à-dire, la plupart, ils ont du mal en fait à rédiger. On réinvestit la question. Alors, allez-y, pour Pour décrire les soldats sur le champ de bataille, les soldats sur le champ de bataille, oui, l'auteur a utilisé le narrateur le narrateur, emploie l'énumération. hein, نحطوا deux après, points ونكتبوها. non, Mais celle de. Et maintenant, j'ouvre les guillemets. Allez-y. Vous avez compris comment faire? maintenant, on réécrit le. Voilà, donnez-moi. Je m'étais ramassé Ramasser la tête dans les genoux, le corps en boule, 3 points de suspension jusqu'à les dents serré. serrées. Alors, on va mettre en effet. Le verbe de énumération, c'est quoi? Il Énumère. énumère quoi ici? Alors, je reviens à mon cas. Regardez, la tête dans les genoux, le corps en boule, les dents serrées. Qu'est-ce qu'il énumère ici? La peur. Non, qu'est-ce qu'il énumère? Les gestes. La tête, le corps, c'est quoi? Oui. L'état des Hey, 2 secondes. oui. Hazem, vous voulez dire quelque chose, Hazem? Oui, monsieur. Allez-y. Monsieur, il énumère l'état physiologique de...
Il énumère quoi? Les parties du corps. Oui, Oui ou non? oui. Qui sont comment ces parties du corps? Euh, Ils sont comment? Personnification. Non, la tête dans les genoux, le corps en boule. Ils sont comment? Sous le choc de euh, quoi? De la... de la guerre. De la guerre. Voilà. Il énumère les parties du corps dans le but de mettre l'accent sur l'intensité de quoi? De la De la guerre. souffrance et le traumatisme que lui inflige la guerre. Vous avez compris? Relisez, s'il vous plaît. Hey. Pour décrire les soldats sur le champ de bataille, le narrateur emploie l'énumération, celle de je m'étais ramassé la tête dans les genoux, le corps en boule, les dents serrées. En effet, il énumère les parties du corps dans le but de mettre l'accent sur l'intensité de la souffrance et traumatisme Le traumatisme le traumatisme que lui inflige inflige la guerre. la guerre. On peut continuer, comme le dit votre... Oui, en fait, dans l'examen, il vaut mieux écrire toute la réponse. Hein. Ici, c'est question de space, donc j'ai mis 3 points de suspension. D'accord? Alors, la question suivante. Et on termine sur cette question. Identifiez une hyperbole pour décrire l'état des soldats sur le champ de bataille. Qui peut me relever une hyperbole? On lève la main, s'il vous plaît. Oui, Nawres. Nawres? Oui? Rim, Hast. Rim? Oui, Rim? C'est monsieur. Bonsoir, bonjour. Oui? Bonjour. Euh, Sous cette mort tonate, on n'est plus que Très qu'un bien. tas qui tremblait une oreille. Attendez. Non, je veux l'hyperbole. Oui. Une mort tonnante. Il y a une autre hyperbole. Laquelle? Le corps décroché. Non. Moi, c'est celle-ci. Atrocement peur. Et vous avez l'hyperbole exprimée par atrocement. Et ici, elle est exprimée par tonnante. Bien évidemment, cette mort tonnante, c'est une personnification. Hein. Mais dans les faits, il est hyperbolique. Alors, oreille qui guette, non, c'est une personnification. Parce que je dote en fait l'oreille de la capacité à regarder et à surveiller. C'est une personnification. Je rappelle que la personnification est par définition un procédé qui accorde un trait humain à ce qui n'est pas humain. Autrement dit, si je simplifiais toute cette phrase-là ou toute cette littérature, je dirais humaniser l'inhumain. Alors, tout saute, c'est une personnification. Oui, on peut dire tout saute. C'est une hyperbole, oui aussi. Alors, je vais analyser. Qui voudrait analyser? Rim, vous voulez bien analyser, s'il vous plaît? L'hyperbole? Oui, Rim? L'état de- Pour décrire l'état, Oui? Pour décrire, allez-y. pour décrire l'état des soldats sur le champ de bataille, le Alors, narrateur. pour décrire L'état de soldats. alors, l'état des soldats sur le champ de bataille, oui, Le narrateur utilise l'hyperbole. le narrateur utilise l'hyperbole
celle de, Oui, c'est très bien. Allez-y. sous cette mort tonnante. Moi, on va faire la première, elle est mieux. Atrocement peur. Mm. Peur. En effet, qu'est-ce qu'on va dire? Il amplifie sa peur Dans le but dans le but de décrire les atrocités de la guerre. On relit, s'il vous plaît. pour décrire l'état des soldats sur le champ des batailles, Mhm. le narrateur utilise l'hyperbole, celle de atrocement peur. En effet, il amplifie sa peur dans le but de décrire leur atrocité de la guerre. Les atrocités Bien, de la bien, merci. Alors, ainsi, on a terminé en fait l'activité. Donc, je reçois vos questions. Si vous avez des questions, infliger, c'est-à-dire faire subir. Qui a une question, s'il vous plaît? Nawals, vous avez une question? Nawals? Non, monsieur. D'accord. Hazm, Concernant le sujet, oui. quand on doit faire thèse et antithèse. Moi, je vous ai dit, en fait, si on vous dit, en fait, dans quelle mesure, mais rarement, on vous le dit, vous êtes libre hein, de faire un point de vue catégorique. Moi, je vous le dis sincèrement, vous n'avez pas le temps matériel pour faire un point de vue nuancé. Déjà, en fait, la plupart des élèves, ils réservent à peu près 1 heure, 10 minutes, voire 15 minutes pour la compréhension et le vocabulaire. Donc, il ne vous reste que 45 minutes. Est-ce que vous aurez le temps pour traiter un point de vue nuancé? Si vous avez les arguments et que tout est prêt, ça serait mieux de faire un point de vue nuancé. Mais on vous dit toujours, en fait, que pensez-vous, etc. Alors, Non. l'hyperbole, c'est quoi? L'hyperbole est un procédé d'exagération qui consiste tout simplement à amplifier une idée. Y a-t-il d'autres questions? La personnification, je rappelle, c'est un procédé qui consiste à attribuer un trait humain à ce qui n'est pas humain. D'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, et habit, c'est une restriction. On n'est qu'un tas qui tremble ici. On n'est qu'un tas qui tremble. C'est une restriction qui est exprimée par ne que et la restriction est un procédé syntaxique ou grammatical. Oui? Oui, cette fois, le fichier, il sera publié en fait sur la plateforme, hein, la correction. Plus de questions? Bien. Alors, merci et bonne journée.